Bien, malheureusement, nous nous approchons de la fin inéluctable de cette belle journée. Il faut regarder les choses en face. Et il ne nous reste plus que 2 communications pour cette dernière partie. Et nous allons commencer par celle d'Alain Toth, directeur d'études à la 4e section de l'École pratique des hautes études, et peut-être directeur d'études honoraire à présent. Émérite. Émérite, pardon. Voilà, et dont les travaux ne sont plus à décrire. Grâce à ces publications, nous apprenons toujours une foule de choses extraordinaires sur la vie quotidienne, comme il a été fait allusion ce matin dans la Chine d'avant l'ère chrétienne. C'est toujours aussi passionnant. Et lui aussi, ça va aborder un vaste sujet, la sinologie, quand même restreinte à l'École pratique des hautes études et au Collège de France. Et nous l'attendons aussi avec impatience pour ces 30 minutes. Alain, je vous souhaite la parole. Très bien, je vous remercie, Jean-Noël. Je voudrais remercier également Jean-Luc Fournet pour m'avoir invité à présenter le cas de la sinologie entre le Collège de France et l'École pratique des hautes études. L'image que Gaston Paris donne du Collège de France et de l'EPHE pour évoquer les 2 institutions où il délivra son enseignement nous rappelle, outre la taille de l'auditoire dans l'une, souvent très large, et dans l'autre, confidentielle, que plusieurs chercheurs ont commencé par la petite chapelle avant de voir s'ouvrir à eux les portes de la grande église. Dans le domaine sinologique, 3 savants, jouissant d'une immense réputation, ont fait le chemin inverse, chacun dans des circonstances particulières. Ainsi, Édouard Chavannes, entré au Collège de France en 1893, à l'âge de 27 ans, fut élu à la 5e section de l'EPHE 15 ans plus tard, en 1908. Son enseignement dura 4 années et couvrit les 3 grandes religions de la Chine dans l'ordre chronologique de leur apparition. D'abord, les idées religieuses de la Chine antique, puis l'enseignement de Confucius, puis les rites dans la Chine ancienne d'après le Liti. Le Liti est un rituel de l'Antiquité que l'on date en gros entre le IIIe et le IIe siècle avant notre ère. Ceci pour la religion des lettrés et le confucianisme. Puis il aborda le bouddhisme et le taoïsme dans la 4e et dernière année, avec le bouddhisme en Chine d'une part et des explications de textes relatifs à l'histoire du taoïsme d'autre part. Autant dire un programme que personne n'oserait aujourd'hui entreprendre, même sur 4 ans, mais qui, chez ce très grand savant, ne manqua jamais aux exigences de la science. Parallèlement, au Collège de France, il donnait en 1910-1911, pour ne citer qu'une année, 2 cours, ou plutôt 2 leçons, comme on les appelait alors. L'une d'elles portait sur la traduction des inscriptions chinoises partant des textes oraculaires du XIIe siècle avant notre ère pour aller jusqu'aux inscriptions mongoles du XIIIe siècle de notre ère. Il s'agissait pour lui de montrer la nature variée de ces sources primaires et leur intérêt pour l'histoire culturelle et sociale de la Chine. Une démarche complètement inédite alors. L'autre leçon était consacrée au grand historien Pan Gu, qui vivait au 1er siècle de notre ère, et à la famille de celui-ci. En fait, l'enseignement de Chavannes à l'école pratique assura la transition entre l'enseignement de Léon de Rosny sur les religions de l'Extrême-Orient, qui avait pris fin en 1907, et celui de Marcel Granet, élu en 1913 à la 5e section. Léon de Rosny, du reste, avait un intitulé tout à fait particulier, puisqu'il enseignait à la fois les religions de l'Extrême-Orient et les religions de l'Amérique. Le rôle essentiel de Chavannes dans la constitution de la sinologie en tant que discipline explique sa présence à l'EPHE durant ces 4 années. Les thèmes de ces cours, comme la nature des sources sur lesquelles il s'appuyait, le montrent bien.
Il est considéré comme le fondateur de la sinologie moderne et son rayonnement se fait encore sentir aujourd'hui jusqu'en Chine, où une partie de ses travaux sont traduits. Sur bien des plans, il se détache de ses prédécesseurs au Collège de France depuis la création d'une chaire en langue et littérature chinoise et tartare mandchou en 1814. Il fut le premier savant occidental à s'être rendu en Chine dans le seul but d'y effectuer des recherches, alors que, en dehors des missionnaires, ses contemporains même n'y étaient jamais allés. Là, je vous montre une photo qui n'illustre pas vraiment son séjour en Chine, puisque vous le voyez ici avec un kimono d'homme et son épouse au Japon. Il avait 24 ans quand il s'est rendu en Chine, et il y séjourna entre 1889 et 1893. Sur place, il s'intéressa aussi bien à la Chine ancienne qu'à la société qu'il côtoyait dans la capitale et durant ses voyages dans l'Empire. Là aussi, il fut un pionnier. Après son élection au Collège de France, il s'y rendit de nouveau en 1907 pour une mission où il fit une moisson de documents de toutes sortes, très précieux pour nos recherches encore aujourd'hui. Pour lui, l'étude de la Chine ne pouvait se limiter au seul texte, mais devait prendre en compte les monuments, l'épigraphie, les matériaux archéologiques, l'iconographie et même l'enquête de terrain, sur les pratiques religieuses par exemple. Aussi a-t-il rapporté plusieurs centaines d'estampages, d'inscriptions, ainsi que des images de Nouvel An, qui sont des xylographies aux couleurs vives et aux dessins parfois rudimentaires, mais au contenu riche, tant par les sujets que les symboles représentés. Donc vous avez un exemple sur la droite, d'une de ces estampes qui aujourd'hui se trouve dans les collections de la Société asiatique. Il y en a à peu près 200. Et à gauche, c'est une photo qui a été prise lors de cette mission de 1907. Il a fait un grand tour de la Chine, et comme vous pouvez le voir, avec des moyens très rudimentaires. De plus, Chavannes a écrit sur des sujets très variés, relevant aussi bien de la religion que de l'histoire, ou, dans une moindre mesure, de l'archéologie, au sens où on l'entendait alors. C'est lui qui a effectué les premières études sur les cultes et les rituels taoïstes, qui devaient tenir par la suite une très grande place à l'EPHE, avec les enseignements de Max Kaltenmark et Christopher Schipper. Son étude sur l'un des 5 pics sacrés de la Chine, qui s'appelle le Taishan, reste un modèle du genre, car cette monographie prend en compte toute l'histoire du lieu saint, de la lointaine origine du culte, qui était rendu à la montagne, jusqu'au début du XXe siècle. Et pour cela, il a exploité non seulement les textes des histoires dynastiques, mais aussi l'intégralité des inscriptions qui ont été portées au fil du temps en différents endroits de la montagne, soit à l'initiative des empereurs, soit à celle des dévots de toutes obédiences, bouddhistes et taoïstes. Ces stèles, érigées dans le paysage, ou ces inscriptions portées à même la roche naturelle, sont depuis un peu plus de 2000 ans la manière par laquelle les Chinois investissaient l'espace et le sacralisaient. C'est là un exemple parmi d'autres de la méthode de Chavannes. Si Chavannes fut le fondateur, Paul Pelliot, élu au Collège de France en 1911 à l'âge de 33 ans, donna à la sinologie une dimension plus ample encore, bien que l'intitulé de sa chaire semble vouloir laisser la Chine de côté. Langue, histoire et archéologie de l'Asie centrale. En fait, dans ses recherches et son enseignement, Pelliot couvrit tout autant la Chine que l'Asie centrale, sans négliger les contacts de l'une et l'autre avec les peuples et les cultures qui les jouxtaient. On ne reviendra pas ici sur l'importance de ce savant, auquel un colloque fut consacré en 2008, ici même. Pelliot domina de sa haute stature l'ensemble de la sinologie
jusqu'à sa mort en 1945. Pas seulement en France, mais en Occident, avec la direction de la revue Tongpa. Et sa réputation s'étendait tout autant auprès des érudits chinois et japonais. Lui aussi fut élu à l'EPHE, mais en 1927, soit 16 ans après son élection au collège. Sa chaire à la 4e section avait un intitulé, celui de philologie chinoise. Mais peu après son élection, il reçut un statut bizarre de directeur d'études qui ne professe pas à l'École pratique des hautes études. Et dans la même année, un peu plus tard, son statut fut même précisé. Ainsi, directeur d'études chinoises sans traitement et sans obligation d'enseignement à l'école. C'est pourtant par la philologie qu'il s'est le mieux illustré dans son œuvre foisonnante. Il avait par là toute sa place à la 4e section. De fait, il n'y anima aucun séminaire, mais intervint dans la direction des thèses et participa sans doute aux élections, car ses avis comptaient autant qu'ils étaient redoutés. Pelliot était, il est vrai, sollicité de partout. On ne compte pas les institutions, les sociétés savantes, les comités d'administration, les directions de revues où ne figure pas son nom. Il fallait bien qu'il fût aussi à l'EPHE. Le troisième cas de parcours en sens inverse est celui d'Henri Maspero, qui occupait au Collège de France la chaire Langue et littérature chinoise depuis 1921, à la suite de Chavannes. Lorsqu'en 1940, Marcel Granet disparut de manière prématurée, il n'y eut plus de sinologie à l'EPHE, et Maspero fut appelé en 1943 à la 5e section pour combler ce vide. Dans la tradition de Chavannes, il montra dans le choix des thèmes proposés toute l'étendue de son savoir. Durant sa première année d'enseignement à l'EPHE, des explications sur des poèmes de l'Antiquité voisinaient avec le confucianisme de l'époque des Han. Et durant la deuxième année, d'autres poèmes de l'Antiquité avec un culte populaire moderne dans un village de la province du Jiangsu, une province du sud de la Chine. Maspero ne put assurer que brièvement son enseignement à l'EPHE, car il fut déporté à Buchenwald et mourut tragiquement peu de temps après. Après la disparition de ses grands maîtres, la sinologie devait connaître dans l'immédiate après-guerre un renouveau complet en France. Paul de Miéville fut élu à la 4e section de l'EPHE en 1945 sur une chaire intitulée Philologie bouddhique, et l'année suivante au Collège de France sur la chaire Langue et littérature chinoise. Jusqu'en 1956, il se partagea entre le collège et la 4e section sur ces deux grandes thématiques. Si sa chaire au Collège de France portait le même intitulé que celle de Maspero, le champ couvert par son enseignement fut très différent. Maspero a plutôt manifesté son intérêt pour la Chine antique et son disciple pour la période commençant avec l'introduction du bouddhisme, donc à partir du 1er, 2e siècle de notre ère. De Miéville fut le dernier étudiant de Chavannes, qui lui donnait des cours avancés de chinois dans sa maison à Fontenay, aux Roses. Lui aussi, comme Chavannes, s'intéressait à des auteurs, des thématiques allant de l'Antiquité à l'époque moderne. Jacques Gernet, qui lui succéda au Collège de France, disait de lui « littérature, religion, philosophie, tout se tient dans l'œuvre de Paul Chavannes, de Paul de Miéville, pardon, excusez-moi. » Il aurait pu ajouter aussi la poésie, quand on pense à sa magnifique traduction de poèmes écrits par des moines bouddhistes peu de temps avant de mourir, quelques heures avant de mourir. Depuis ces jeunes années, Paul de Miéville n'a pas cessé de traduire la poésie,
et il a patronné la fameuse anthologie de la poésie chinoise classique chez Gallimard dans la collection Connaissances de l'Orient, à laquelle plusieurs directeurs d'études ont collaboré, dont Jean-Pierre Dieny et Maxime Kaltenmark. Dans l'histoire des relations étroites qu'ont entretenues les sinologues du Collège de France et de l'EPHE, il est une institution sans laquelle ces relations n'auraient jamais été aussi fécondes. L'institution qui leur a permis de pouvoir, et là je cite, pouvoir respirer longuement l'atmosphère de l'Extrême-Orient, de s'en pénétrer, de se l'incorporer pour toute la vie, selon les mots mêmes de Paul de Miéville. Au sein de l'École française d'Extrême-Orient, créée en 1900 pour travailler sur le terrain en Asie, se sont formés nombre de sinologues du XXe siècle avant de rejoindre soit l'EPHE, soit le Collège de France, à commencer par Pelliot, qui fut le premier pensionnaire en 1900. Son siège se situait alors à Hanoï, pour des raisons que l'on comprendra aisément. Donc, entre pays sinisés et pays indianisés. L'on doit comprendre par là que tout en étant spécialisés sur l'une ou l'autre de ces civilisations, qui se sont développées en Asie, depuis l'Inde jusqu'au Japon, leurs intérêts outrepassaient les limites de l'ère couverte par chacune. Les langues vivantes ou mortes qu'ils maîtrisaient en attestent. Le sanskrit, le tibétain, le pali, le vietnamien, le japonais et d'autres encore. Tel fut par exemple de Miéville, resté 10 ans en Extrême-Orient de manière ininterrompue. La confrontation des versions d'un même texte d'origine indienne, donné dans plusieurs langues différentes, fut l'une de ses spécialités. Il est vrai que la littérature bouddhique se prêtait particulièrement à cette méthode comparative. Comme vous le confirmerez sans doute, Jean-Noël Robert, et que le cadre de l'EPHE permettait une pratique hebdomadaire de cette méthode avec les collègues et les étudiants. D'autres grandes figures de la sinologie, communes au Collège de France et de l'EPHE, mériteraient d'être évoquées ici, tels par exemple Louis Ambis pour l'histoire et les civilisations de l'Asie centrale, qui a publié en particulier un très grand nombre d'œuvres posthumes de Pelliot et qui a qui a eu la chaire donc sur les civilisations de l'Asie centrale, et Rolf Stein, spécialiste de la Chine et du Tibet. Tous ces savants connaissaient donc plusieurs langues. Tous ont œuvré pour une sinologie sans frontières, ouverte aux savants travaillant sur les aires voisines de la Chine, qu'elles soient ou non sinisées. Deux projets d'envergure ont traversé le XXe siècle. Telle fut d'abord la grande entreprise du dictionnaire encyclopédique du bouddhisme d'après les sources chinoises et japonaises, appelée aussi Robogilin, du nom du temple où se trouvait son antenne principale à Kyoto, et commencé en 1929 avec Paul de Miéville comme rédacteur en chef, qui y consacra toute sa vie. Ce projet, international dès l'origine, est toujours vivant aujourd'hui, associe entre autres les chercheurs du Collège de France, de l'EPHE et de l'EFEO. Mais s'il est un lieu qui a réuni intellectuellement, on s'entend, le Collège et l'EPHE, les faisant œuvrer de concert, c'est bien le site de Tunhuang, composé d'un peu plus de 500 grottes bouddhiques creusées dans une falaise. Celui-ci se trouve aux confins de l'immense désert du Taklamakan. C'est le désert que vous voyez là, et Tunhuang se trouve ici. Donc la Chine se trouve là. Jusqu'à l'an 1000, et même un peu après, marchands et moines reprenaient des forces spirituelles à Tunhuang avant de s'engager sur les routes dites de la soie, où ils auraient le sable pour seul horizon durant des semaines et les détrousseurs de caravanes pour seule compagnie.
Ce complexe de grottes a revêtu une importance considérable pour l'histoire du bouddhisme en Chine et l'histoire de l'art entre le IVe et le XIIIe siècle, car chaque grotte est décorée de peintures murales et s'enrichit de sculptures qui, dans l'ensemble, se sont bien conservées. Vers 1900, un gardien des lieux découvrit par hasard une grotte qui avait été murée au début du XIe siècle et qui contenait plus de 50 000 rouleaux livrés, principalement des manuscrits sur papier, mais aussi des peintures sur papier, sur soie, etc. Une fois la nouvelle connue, plusieurs missions étrangères passèrent par Tunhuang. Il faut dire que les autorités chinoises ne se sont pas du tout intéressées à cette découverte au moment où elle était faite, et ils ne s'y sont intéressés qu'à partir de 1910, c'est-à-dire 10 ans après celle-ci. Et ces missions y acquirent un certain nombre de pièces. Pelliot y arriva en 1908 et releva toutes les inscriptions ajoutées aux peintures murales, et il acheta des milliers de manuscrits de peintures religieuses, d'objets datables entre le 5e et le début du XIe siècle, une période à cheval sur le Moyen-Âge chinois et le début de l'époque prémoderne. Il maîtrisait parfaitement le chinois, ce qui n'était pas le cas des autres explorateurs. Et donc il sut sélectionner les manuscrits en fonction de leur contenu. Et il rapporta non seulement des textes et des peintures chinoises, mais aussi des manuscrits en tibétain, en sogdien, en khotanais et même en hébreu. Cet ensemble se trouve aujourd'hui partagé entre la Bibliothèque nationale et le musée Guimet. De cette bibliothèque, composée de trésors, devait émerger une science nouvelle que l'on appelle les études de Tunhuang, dans lesquelles s'illustrèrent d'abord Chavannes et Pelliot, puis, à leur suite, plusieurs des savants dont j'ai mentionné les noms, ceux notamment de Demiéville et de Gernet. En fait, Jacques Gernet, dans sa thèse sur les aspects économiques du bouddhisme dans la société chinoise du 5e au Xe siècle, qui fut publiée en 1956, s'attachait à montrer comment la ferveur religieuse et l'économie furent intimement associées au moment où le bouddhisme connut son apogée en Chine. Il utilisait pour le démontrer les sources de l'histoire chinoise, mais aussi les manuscrits et les inscriptions. Parallèlement, il fut engagé par Paul de Miéville, ainsi qu'un savant chinois, Wu Tiyu, pour réaliser le premier volume du catalogue des manuscrits de Tunhuang, possédé par la Bibliothèque nationale. Ce volume, achevé en 1955, ne parut qu'en 1970. Aussi, sur la suggestion de Paul de Miéville, une équipe EPHE-CNRS fut mise sur pied en 1973, dirigée par Michel Soimier, qui avait été élu à la 4e section en 1966. Sans relâche, ce dernier va publier, avec toute son équipe, la suite du catalogue en 1983, 1991 et 1995. Et il le complétera par des catalogues sur les peintures de Tunhuang possédées par le musée Guimet, sans compter les nombreuses études issues de ces sources inépuisables. Et puis, il y a aussi des catalogues des manuscrits tibétains. Il aura donc fallu 3/4 de siècle pour faire aboutir ce projet que Pelliot avait esquissé par des notes manuscrites, moyennant un travail collectif de très grande envergure. L'exploitation de tous ces manuscrits, qui continuent encore aujourd'hui, aura permis de renouveler complètement les connaissances sur cette époque longtemps jugée obscure, en explorant des domaines aussi variés que l'histoire du bouddhisme et ses différentes sectes, la vie et l'organisation des monastères, l'histoire sociale et économique de la région, les origines de l'imprimerie, dont Jean-Pierre Drège s'est fait une spécialité, la littérature populaire et même l'histoire du taoïsme. Et surtout, alors même que les sources littéraires, et notamment les histoires dynastiques, nous restituent la grande histoire de cette longue période,
Ces sources nouvelles, au contraire, ont révélé une société dans toute sa complexité, profondément imprégnée de religion et sur la vie quotidienne de laquelle un livre serait bienvenu. En conclusion, pour la Chine et plus largement pour l'Asie, les liens entre le Collège de France et l'école pratique sont restés très étroits tout au long du XXe siècle. L'école française d'Extrême-Orient apparaissant comme une institution clé entre les deux. La singularité des civilisations de l'Asie a été perçue sous différents angles, mais l'étude des religions a dominé l'ensemble des disciplines, du moins jusqu'à l'époque de Demiéville. Ce constat s'impose, faut-il le souligner, indépendamment des images de la grande église et de la petite chapelle dont il a été question toute cette journée. Je vous remercie.